Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Alors une fois n'est pas coutume, j'imagine votre surprise à voir un instant à l'image des chevaux et des écuyers en tenue médiévale au square Résistance Fer. Alors effectivement, si ce square a revêtu des couleurs médiévales, eh ben, c'est pour une raison bien particulière que vous allez nous présenter. Mesdames, je suis en compagnie de... Ça y est, j'ai oublié, Madame Filâtre, vous êtes responsable des politiques sociales à Nov Habitat. Vous êtes notamment, et pas toute seule, à l'initiative de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, en fait... Lydie, bah oui, Lydie, c'est marqué ici. Lydie Filâtre, mille excuses, je le répète, responsable des politiques sociales à Nov Habitat. Oui. Bonjour. En fait, on a voulu faire un événement dans les quartiers pour faire un lien social en fait pour les habitants et puis changer du quotidien et puis en même temps ramener culture et ludique. Donc, on a voulu faire ça dans les quartiers. Effectivement, on a plusieurs partenaires. La médiatrice de l'Agglo qui est en train de tourner. On va les trouver, on va trouver du monde. Marie-Astrid de Oliveira qui est la coordinatrice projet par rapport à Unicité. Allez, je fais le tour, je me mets à côté de Marie-Astrid. Alors, Unicité, vous avez l'habitude de les voir, c'est pas la première fois qu'on va mettre en avant une de leurs actions. Votre présence ici aujourd'hui, elle s'explique de quelle façon ? Eh bien, on est en partenariat avec Nov Habitat. Pour nous, c'est important que les jeunes participent sur des animations de quartier. Et donc, plus précisément, comme ils sont sur des projets médiataires, ils ont créé des jeux sur l'écologie médiévale, notamment un jeu de société. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ça pour participer pleinement. Et puis, ils ont aidé un peu sur l'organisation, sur ces choses. Eh ben écoutez, mesdames, je vous propose déjà qu'on aille voir effectivement ce jeu de société. Il y a d'autres choses aussi qui sont en place ici aussi. Lydie, vous nous avez dit que c'était une journée qui recevait l'appui et le soutien de monsieur le préfet, mais pas seulement. Pas seulement, on a la ville, l'Agglo qui est effectivement qui nous a soutenus sur ce projet, effectivement. Eh bien, merci Aïssa, on va aller voir là-bas déjà. On va aller voir le stand Unicité, c'est là-bas qu'il y a votre jeu. Allez, on va aller voir. Lydie, en attendant qu'on se dirige vers le stand Unicité, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que l'on peut trouver, ce que les visiteurs peuvent trouver aujourd'hui uniquement Aujourd'hui uniquement. En fait, on a prévu la restauration, il y a les crêpes, il y a différents jeux en bois, on a différentes présentations de bijoux, il y a le centre social de la Rive-Gauche qui tient un stand au niveau des tatouages. Rue de la Fortune également. Il y a les jeunes du coup d'Unicité qu'on parlait tout de suite. Et puis vous avez la compagnie Amici qui nous a accompagnés sur le projet et qui a ramené tout un tas de personnes pour faire l'animation. Et puis toute une clôture de l'événement finalement ce soir en lumière. Oui. Puisque à l'époque médiévale, un des outils effectivement qui était à disposition et qui permettait quand même de faire plein de choses au-delà de se nourrir, c'était le feu, bien entendu. Tout à fait. Et du coup, on a un grand spectacle de feu à 21h15 qui va durer à peu près 40 minutes avec enluminure. Enfin, c'est assez sympathique. Bon, et écoutez, on va essayer de venir. Le stand, on est passé devant Unicité ? Non. Ah, allez, on va aller voir. On va aller voir Unicité effectivement là-bas. Et puis après, écoutez, les Chalonnais, les Chalonnaises, moi je vous inviterai à venir ici, mais avec Aïssa, on va faire un tour, on va aller voir effectivement le fauconnier, la restauration antique, enfin antique, non pas antique, médiévale, des combattants aussi. Oui, vous avez des combattants en armure et vous avez également tout ce qui est fauconnerie et puis le maquillage, il y a beaucoup de stands différents. Eh ben très bien, on va aller voir Unicité. Dis-moi Aïssa, oui. Toi qui es le plus vieux de l'Objectif Chalonnais, oui. Est-ce que l'époque médiévale, ça te rappelle quelque chose ou on remonte vraiment très loin, t'as pas de souvenir ? Non, alors là, ça remonte vraiment très loin. Sérieusement, j'ai pas souvenir déjà que ça a été fait sur Châlons. Est-ce qu'un événement comme ça a déjà été organisé sur Châlons ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors pour moi, en tout cas, c'est une première. Mais du coup, il y a les Unicités qui sont là. Eh bien allez, Unicité, on va aller voir les jeunes Unicités. Alors ce jeu de société, est-ce que vous pouvez nous en parler ou est-ce que ils vont nous en parler ? Eh ben super, bonjour. Alors dites-nous, on nous a dit que effectivement vous avez élaboré un jeu pour cette journée. Lequel d'entre vous veut bien nous en parler, jeune homme ? Et donc, je vous laisse le micro. Eh ben c'est très gentil, merci. Alors attendez, c'est une radio ? Oui. Waouh, ok. Bon, bonjour à tous, enchanté. Je suis Romain et je suis je fais partie du service civique. On a une animation donc à propos donc du médiéval
Ah, c'est stressant. Pardon. Waouh. Sur l'écologie, on nous a dit que sur l'écologie médiévale. Faut pas. C'est juste en live sur Facebook, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et donc, on a une petite pancarte sur laquelle on a des idées reçues avec une magnifique machin en papier que j'ai mis beaucoup de temps à faire. On déconstruit donc certaines idées reçues du Moyen-Âge. Donc, par exemple, aujourd'hui on pollue plus, donc c'était mieux avant. C'est une réponse nuancée. Il y a des choses qu'on peut reprendre du passé, mais il faut faire attention par rapport à ce qu'on avait au Moyen-Âge, sur lesquels il faut faire attention à notre époque. À partir donc de ces idées reçues, on a un jeu de plateau sur lesquels il y a certaines questions qui peuvent porter là-dessus. Des questions du genre, qu'est-ce qu'on peut reprendre du Moyen-Âge? Par exemple, la sobriété énergétique. À peu près, hein, parce qu'ils n'avaient pas un très bon rendement, je vous avoue, avec le charbon de bois et puis le bois tout court, hein, parce qu'ils chauffaient tout avec ça. Mais ça fait partie de la durabilité des matériaux, donc des vêtements, etc. Le réemploi, la réparation, etc. Donc, ça fait partie des questions qu'on peut avoir sur ce jeu de plateau. Vous choisissez généralement un pion, on vous fait tirer le dé, vous avancez de certaines cases. C'est 1, c'est dommage. À partir de là, en fonction de la couleur, donc vous avez soit un jeu en rouge, soit une question quand c'est la case jaune, et en vert, c'est soit vous avez de la chance et vous avancez, soit vous n'avez pas de chance de reculer. Celui qui gagne a gagné. Pour la participation, on vous offrira un lot de participation. Et puis, celui qui gagne, il a cette magnifique petite pièce en bois dans du plastique. C'est magnifique. Fait maison. Et donc voilà, j'ai fait à peu près le tour, je pense, de ce que je devais vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ces explications qui étaient très claires. Aïssa, tu as pu voir, il y avait des idées, des idées reçues au Moyen-Âge et c'était pas forcément mieux, c'était pas forcément plus reluisant, n'est-ce pas? C'est ce que je. De la nuance quand même par rapport à l'époque médiévale. Il y avait des bonnes choses, il y avait des moins bonnes choses. Il faut nuancer. Et puis alors, on est monsieur, bonjour. Monsieur, la compagnie Amici, la récré des jeux que je vous parlais tout à l'heure. Eh ben très bien. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors bonjour, Hervé Vacamant. Donc ici on a décidé en partenariat donc avec l'agglomération de la ville d'Épernay et surtout avec Nova Habitat d'essayer de refaire revivre sur une journée sur la thématique du Moyen Âge, donc des activités, des chevaliers, de remettre un petit peu de ça et refaire vivre un peu le quartier et faire un peu bouger Chalon, ce qui était le but je pense initial de Nova Habitat aussi avec notre partenariat. Eh bien, merci beaucoup. Lydie, on continue, on va voir un petit peu. Allez, merci beaucoup. Monsieur, dites-moi. Oui. Ah. Alors dis-le nous en image, Aïssa. Il y aurait peut-être eu, d'après les commentaires, qu'il y aurait eu peut-être eu une journée médiévale, donc au Jard et à Fanière, d'après ce que j'ai lu. Alors après. Mais pas nécessairement organisé par Nova Habitat en tout cas, puisque c'est la première. Voilà, c'est la première. Allez, et donc on se dirige effectivement. On va aller voir un petit peu au milieu, Aïssa, au square, ce que l'on peut trouver, notamment les combattants, le fauconnier. On va aller voir aussi. La cuisine, comment est-ce que à l'époque médiévale on cuisinait, et puis vous pouvez voir hein, si vous venez et profitez-en parce que le ciel est plutôt clément pour le moment, en souhaitant que cela puisse durer. Il y a des jeux pour les enfants aussi, n'est-ce pas? Oui, il y a des jeux, il y a là-bas l'arche, le tiret de hache, pardon, l'échiquier chalonné qui est aussi avec nous et les structures de gonflables. Alors l'échiquier chalonné, je ne sais pas si on aura le temps d'aller les voir, mais en tout cas si c'est pas le cas, j'en profite pour saluer notre ami Diego Salazar. Aïssa, regarde là-bas, la restauration. Allez, on commence par où? Moi tu vois, j'ai vu quelque chose qui est en train de cuire, Aïssa. Alors forcément, ça éveille mes papilles. Dites-nous Lydie, je vous laisse un petit peu nous présenter. Il y a la tente médicinale que vous avez, monsieur Frémaux Nicolas, qui est en train d'expliquer. Eh ben on va aller voir la tente médicinale déjà. Comment est-ce que l'on se soignait à l'époque? Il explique en même temps de manière ludique avec le matériel de l'époque. Très bien. Ah. Non mais allez-y, continuez. Vas-y. Continuez votre présentation, il n'y a pas de souci. Non, pas de souci, ne bougez pas. Et alors, qui est ce monsieur qui présente
Nicolas Frémaux, à la base, c'est en 2004, je crois. Il a fait sa toute première journée médiévale sur Châlons. Et on s'est rencontrés vraiment à tout hasard. Et il m'a dit, mais j'adore l'idée. Donc, il s'est présenté à moi. Et du coup, on s'est dit, allez, pourquoi pas faire cette aventure ensemble. Eh bien, très bien. Et donc, il explique vraiment de manière avec des livres, des matériaux, vraiment très, très ludiques. On va pas en dire davantage, il faut laisser celles et ceux qui nous regardent venir découvrir. Aïssa, te prends pas les pieds. Allez, là-bas on a un feu, on a évidemment la cuisine. On a la cuisine, on a un feu. Ah bah écoutez, en tout cas tout le monde a joué le jeu et tout le monde est en tenue. Ce qui est plutôt intéressant, regarde là, on va aller voir la table là-bas. Aïssa. Allez. Et en même temps, pendant que tu filmes, je vais demander à monsieur ce qu'il prépare. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qu'on mange? C'est la poitrine de bœuf. Poitrine de bœuf, c'est pas un petit morceau? Oh, à peine 9 kilos. Et ça cuit combien de temps? 7-8 heures. 7-8 heures. 7-8 heures de cuisson, Aïssa. Tout doucement. Là, c'est juste de l'eau. Là, après, ça va être du sarrasin qui va être mis avec des raisins et des cumin et cannelle. Et là, c'est pour arroser la viande régulièrement tout au long de la cuisson. C'est ça, romarin, du thym, un petit peu d'huile, de l'ail. Voilà. Et à quelle heure on peut déguster la poitrine de bœuf? 20 heures. Bon, bah, je repasse à 20 heures alors. Vous m'en gardez un morceau bien grillé. Hein. Pas de souci, c'est noté. C'est promis, hein. Et nos 115 000 abonnés de l'Objectif Chalonnais l'ont entendu. Alors, je repasse à 20 heures manger un morceau de poitrine de bœuf. Avec les carottes, les navets, tout ce qui est prêt là. Oui, parce qu'il faut manger aussi des légumes, hein, n'est-ce pas? Aïssa, c'est... Hein? C'est joli, Aïssa. C'est joli, et ça sent bon, on va voir la table? Allez, on va voir la table en même temps. Est-ce qu'il y a sur cette table des choses que l'on ne trouve plus forcément aujourd'hui? Un anachronisme, c'est pas passé aux images. Allez, dites-nous, qu'est-ce qu'on trouve ici? Bah, effectivement, de la charcuterie. La charcuterie, tout ce qui est le saindoux, là, qui a permis de faire revenir les oignons. Là, il y a le sarrasin qui est pas encore cuit, qui était déjà quelque chose au niveau du Moyen-Âge. Et puis, tout ce qui est charcuterie, fromage, et tous les petits légumes, les betteraves qu'on cuit tout à l'heure, que vous voyez les fans qui sont là. Voilà. Les carottes, bon, là, elles ont un peu orange, Moyen-Âge, elles sont un peu plus blanches, quoi. Et vous faites régulièrement des rassemblements de ce type? Oui, c'est la Missy d'Orbay qui est une compagnie médiévale, qui fera régulièrement, tout au long de l'année, des réunions comme ça. Eh ben, très bien. Et est-ce que je peux vous piquer une rondelle? Ah bah, allez. Aïssa, tu me connais forcément dès qu'il s'agit de manger. Ouais, il n'en mangera pas. Mais... Excellent. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Et puis, on se revoit tout à l'heure à 20h. Allez. Madame est derrière nous, mais... Elle va nous suivre, il n'y a pas de souci. Un peu de musique. Bonjour. Je disais un petit peu de musique. Bonjour monsieur. Dites-nous, vous êtes sur l'Objectif Chalonnais. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ce rassemblement? Nous on fait on a un groupe qui fait musique médiévale et puis danse. Et ce groupe s'appelle comment? Sorga. Très bien, on peut vous trouver où? On fait toute la région de Reims en gros, sur les fêtes joanniques par exemple à Reims, on fait plusieurs aussi comme ça Eh ben très bien, merci beaucoup. Tout à l'heure on fera une prestation si vous voulez nous voir. À quelle heure? D'ici vers 4h15, 4h30 un peu. Eh ben très bien, 4h15, 4h30. Vous pourrez venir en musique. Lydie, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Alors des jeux en bois évidemment. Des jeux en bois et on a les combattants là. Allez, on va aller voir les combattants. Aïssa, on va aller voir les combattants. Tu vas te mettre dans une armure, Aïssa. Et je vais te combattre. Tu vas voir un petit peu. Là-bas des combattants différents, mais on a là en armure. Alors on va où? On va voir lesquels en premier. Allez, on va voir ceux qui sont en situation, en train de combattre déjà. Et puis on a la ferme pédagogique aussi. Et on va aller voir la ferme pédagogique aussi. Le saucisson était très bon. Ça m'a mis en appétit pour la poitrine de bœuf ce soir à 20h. Pas de souci, à 19h, on la goûte. Ça te fait rire, Aïssa. Tu sais que dès qu'il s'agit de manger quelque chose, je suis là. Hein.
Allez, on a une troupe aussi ici, j'imagine. Ah, ils font pas semblant, Aïssa, hein, tu as vu? Ah non, mais là, je vois que c'est sérieux même. Hein. Et donc on peut assister à des démonstrations de ces combattants toute la journée? Oui, il y a différents moments de l'après-midi où ça change pour que chacun se repose. Bien sûr. Et c'est les autres qui reprennent de l'autre côté. Eh ben allez, on va aller continuer. Ouais, regarde, tu peux filmer effectivement Aïssa ce qu'il y a sur la table, il n'y a pas de souci. Et puis on va aller voir un petit peu là-bas aussi, puisqu'il y a plein de choses à voir et de façon générale. De façon générale, Aïssa, tu l'as dit, on se sent dépaysé, puisque le décor est là, les toiles de tente sont là. Tirer le coup de canon à 16h30. Ah oui. Donc monsieur charge le canon. Donc normalement, on devrait avoir notre coup de canon si le temps le permet. Et donc, est-ce que je peux faire le tour et vous demander, je vais faire le tour et demander à ce monsieur ce qu'il nous prépare. Mais tais-toi non. N'écoutez pas ce que Aïssa est en train de nous dire. Alors monsieur, vous allez tirer le coup de canon, nous a-t-on expliqué? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de tasser tout ça, j'imagine. Vous avez de jolies lunettes, c'est dommage de les retirer. Oui. Bah écoutez, on est une compagnie du début du XVe siècle, hein, et puis on prépare une bouche à croc, donc une arme défensive de rempart. Là, on charge à 50 grammes de poudre noire avec 3 bourres. Et donc, on va faire une démonstration là, vers 16 heures. Donc, mais théoriquement, c'est une arme qui est utilisée donc en défensif entre deux créneaux posés sur le mur. Donc là, il va y avoir beaucoup de recul. Donc voilà. Et puis là à côté, il y a le canon là, qui est là-bas, qui s'appelle un crapaud d'eau, donc avec 2 culasses également, et c'est une arme plutôt offensive, mobile, pour tirer sur un champ de bataille directement sur l'adversaire. Est-ce que tu peux montrer l'autre canon Aïssa juste à côté, le canon dont monsieur venez de nous parler? J'imagine que si vous êtes en train de charger en poudre noire, ça va faire une grande flamme, beaucoup de fumée et pas mal de bruit pour les amateurs. Oui, là, alors en fait, c'est le principe d'une compression du bouchon de champagne. Là, il y a 3 bourres. Alors, on utilise la farine, mais au Moyen-Âge, la farine, de la mie de pain, etc. Et donc là, on compresse en tapant avec ce bâton. Et on a chargé à 50 grammes de poudre. Alors bien sûr, il n'y a pas de projectile. Par contre, c'est la copie qui est ici. C'est la copie d'un original qui est dans les réserves du musée des Invalides à Paris. Donc tout ça, ce sont des vraies armes qui sont passées au banc à Saint-Étienne. Et on pourrait mettre un vrai projectile qui partirait sans problème. Merci beaucoup pour ces explications. Merci beaucoup pour ces explications. Allez, des visages qu'on connaît aussi. Alors, il faut que je fasse le tour aussi. Attendez. On va faire. Lui, il faut que je le baisse bien. Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? Oh bah, qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois le boisson magique. C'est une boisson magique? C'est un boisson magique pour tenir toute la journée. D'accord, et ça fonctionne bien? Pour le moment, ça va. Bon, qu'est-ce que tu fais ici, Daphné, toi, aujourd'hui? Ah bah, moi, j'organise avec Lydie. Tous les deux, on organise cette belle journée qu'on a bossé pendant 9 mois. Justement, notre bébé qui... Oui, 9 mois, c'est une grossesse. C'est ça. Du coup, c'est vraiment la première édition médiévale, ouverte à tous, et on espère vraiment que il y a le goût et les gens ils l'aiment, et que ça le plonge dès qu'il passe la porte, ça le plonge vraiment dans ancien temps médiéval. Eh ben, en tout cas, c'est ce que ça a fait chez Aïssa. Il s'est plongé. Merci beaucoup à toi, Daphné. Il s'est plongé en temps médiéval. Et puis, on a, alors effectivement, Lydie. Des vrais combattants. Des vrais combattants. Des vrais combattants qui peuvent plus bouger dans leur armure. Comment ça se passe? Comment s'est passé ce combat? Oh bah le combat ça s'est bien passé. On a beaucoup transpiré, on a eu très chaud, mais ça reste très amical. C'est la fatigue sur la fin de la journée qui est un petit peu dure.
Combien pèse cette armure? Les armures qu'on porte en général, elles vont peser entre 30 et 35 kilos. Voilà. Et combien de temps pour la mettre et la retirer? Avec des aides de camp, ça dépend, le temps peut varier entre une trentaine de minutes ou 45 minutes. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas d'armure comme ça. Issa, ah oui, je me pousse. Bon bah, Issa veut que je me pousse pour qu'on puisse voir effectivement. Ce sont pas les deux mêmes armures. Merci beaucoup. Prochain combat ou c'est terminé pour aujourd'hui pour vous? Il y a un prochain combat à 18h. Bon, vous retirez l'armure quand même entre les deux? Pas du tout. C'est vrai? C'est vrai. Ah bah, je comprends pourquoi vous me dites que vous allez être fatigué ce soir. Alors, merci, bon courage. Merci à vous. Merci. Allez, tu entends, Aïssa, 18h, prochain combat, il retire pas l'armure. On va aller voir la ferme pédagogique, on va aller là. On va aller voir la ferme pédagogique, Aïssa. La cuisine, on est allé voir, on va aller voir la ferme et puis le fauconnier après, là-bas. Allez. D'où viennent tous ces animaux pour avoir pu installer cette ferme pédagogique, Lydie? On a demandé le soutien. C'est une ferme. Alors, sincèrement, j'ai oublié la commune. Pardon. Aide-moi. Ah, dites-nous bonjour. À Écouen, dans le 95. Très bien, merci beaucoup. La ferme pédagogique, les êtres libres. Eh ben très bien, merci. Merci beaucoup, merci de votre présence. Ferme pédagogique des êtres libres dans le les elfes libres, pardon, dans le 95. Bah oui, c'est marqué effectivement ici. Alors vous l'avez pas entendu, mais il semblerait que les poneys préfèrent le soin de Nov Habitat plutôt que celui qui a été fourni par l'aglo, n'est-ce pas Daphné? La ville. La ville. Bon, eh ben écoutez, messieurs, mesdames de la ville, ne soyez pas déçus, mais votre foin ne fait pas forcément sensation. On va aller voir la médecine après et on va aller voir le fauconnier. Aïssa, on va voir le fauconnier. Allez. Le fauconnier, les fauconniers, allez, on va voir. Bon bah vous aussi, vous nous faites part. Est-ce qu'on peut s'approcher avec le micro? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous en prie. Et vous voyez, il y a deux fauconniers qui sont présents ici. Allez, on va essayer. On va attendre un peu. Monsieur termine ses explications et puis on va lui demander qu'il nous présente son rapace. Bonjour, est-ce que je peux me mettre à côté de vous et vous donner le micro? Vous voulez bien? On va essayer. Allez, je passe devant la caméra. Bonjour, dites-nous qui vous êtes déjà et puis quel rapace vous nous présentez ici? Donc, je suis fauconnier depuis quelques années. Ça fait 6 ans que j'apprends la fauconnerie et je suis accompagné d'une buse royale. Reste pas derrière, s'il te plaît. Donc, je suis accompagné d'une buse royale qui est la plus grosse buse du monde, originaire d'Amérique du Nord. Née en Belgique en captivité, bien sûr. On n'a que des oiseaux nés en captivité, 2 parents captifs. Et donc elle m'accompagne depuis maintenant 3 ans dans ma vie. Et elle a quel âge? Elle a 6 ans.
Et alors on voit que vous la prenez évidemment sur un gant en cuir. On voit, Aïssa, tu peux montrer aux images qu'elle a des serres qui sont quand même plutôt très impressionnants. Combien elle pèse? Elle pèse 2 kilos. 2 kilos, j'imagine quand même que ça fait déjà un certain poids. Comment est-ce qu'on devient fauconnier? On devient fauconnier d'abord par passion, j'ai envie de dire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, je pense. Et il faut être chasseur. Il faut être chasseur pour être fauconnier? On commence par le permis de chasse. On trouve quelqu'un qui nous apprend. J'ai eu la chance d'avoir une personne merveilleuse qui m'a appris ça depuis 6 ans et qui m'a accompagné. C'est grâce à lui aussi que j'ai cet oiseau chez moi aujourd'hui. Et alors quand on a un rapace comme celui-ci, on fait quoi avec? On travaille avec, mais c'est-à-dire que on chasse, on est appelé aussi parfois peut-être par des collectivités quand il y a des nuisibles sur des terrains. En quoi consiste votre journée en tant que fauconnier? Ça ressemble à quoi? Donc ma journée en tant que fauconnier, je suis que débutant, donc j'ai que la chasse. Donc mon oiseau m'accompagne à la chasse. Et sinon, oui, on peut développer notre activité pour travailler, pour effaroucher. Effaroucher, voilà, chercher. Merci. Donc les clochers d'église, beaucoup. Des grands sites industriels. Les aéroports. Aussi, ça fonctionne très bien. Donc ouais, les oiseaux nous accompagnent au quotidien, dans le milieu professionnel. Puis voilà. Eh ben, merci. Bons compagnons. Ce sont des très bons compagnons. Merci beaucoup. Aïssa, joli compagnon, tu as vu. Mesdames, on continue par où? Dites-nous. Où est-ce qu'on va? Lydie, Daphné. Allez, et puis on ne va pas non plus tout montrer. L'idée est quand même que celles et ceux qui nous regardent aient envie de venir et viennent d'eux-mêmes ici. Oh, regarde Aïssa. Voilà, une tente pour que tu puisses te reposer après ce live qui aura duré longtemps, Aïssa, n'est-ce pas? Ça te paraît confortable? J'ai pas testé encore. Allez Daphné, tu nous disais, c'est une reproduction? C'est la reproduction d'un ancien qu'ils habitaient, qui ont échangé des camps en camps. Et justement, vous avez même le lit des bébés pour le parent. C'était tout ce qu'ils avaient besoin. Et ça se montait dans le petit chariot et ça avançait sur les autres directions des autres villes. Merci beaucoup Aïssa, tu vois. Effectivement Aïssa, on a aussi, Daphné nous expliquait, le lit bébé, juste dans le coin là-bas. Effectivement, donc, tout était... il y avait tout ce qu'il fallait dans cette chambre qui était montée et démontée au gré du vagabondage à l'époque. Enfin vagabondage, je ne sais pas si on appelait ça comme ça, mais en tout cas au gré des routes à l'époque médiévale. Allez, et puis... Et là-bas, le tir à l'arc et le lancer de hache, où chacun effectivement pourra s'essayer. Et puis on termine. Allez, on va terminer par ici. Monsieur, on va aller voir ce que monsieur nous présente. Guillaume. Allez, on va aller voir ce que Guillaume nous présente. Bonjour Guillaume, vous êtes en direct sur l'Objectif Chalonnais. Dites-nous qu'est-ce que vous nous présentez ici aujourd'hui? Alors ici on est sur un campement médiéval 15e siècle. Le président de l'assaut, je ne sais pas où il est, mais du coup oui, on reproduit un campement seigneurial. Du coup c'est le genre de campement que vous verriez pour les tournois. Or, comme on ne pouvait pas loger tout le monde à l'intérieur du château, généralement les campements se faisaient à l'extérieur du château. Et sur le campement, vous étiez sur les terres du seigneur qui possédait le campement. Voilà. Et un campement de ce type est constitué de différentes parties, lesquelles? Alors il y a le réfectoire, la tente réfectoire, il y a la tente seigneuriale. Et puis on vient d'aller voir effectivement où il y a le lit. Et il y a les tentes soldats tout autour où les hommes d'armes se reposent, dorment et se changent. Eh bien très bien, merci beaucoup. Et vous nous parliez d'une association, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette association? La Ménie-d'Angerolles. Eh bien très bien, merci beaucoup. Merci Guillaume, Aïssa, tu auras vu à quoi ressemblait un campement médiéval. Moi je propose qu'on en reste ici, on a déjà vu pas mal de choses. Daphné, tu voulais nous rajouter quelque chose? On est allé voir la médecine. Allez, on va aller voir la médecine et on termine par la médecine avec Nicolas. Jusque quelle heure, Lydie? Tu nous as dit que les Chalonnais, les Chalonnaises, mais pas seulement, peuvent venir. Le dernier spectacle de feu est à 21h15 et ça dure pendant 40 minutes. Donc, allez, jusqu'à un bon 22h, vous pouvez venir. C'est une sortie intéressante que l'on vous suggère en famille. Ah, on est passé à côté de Martin, on n'a pas vu.
Allez Nicolas, est-ce que cette fois-ci je peux vous donner le micro quelques instants? Mais ne remballez pas ce que vous avez là, vous allez nous embarrer. Vous êtes en direct sur l'objectif Chalonnais. On nous a expliqué que ça fait évidemment plusieurs années que vous présentez ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de la médecine, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas des bienfaits médicinaux à l'époque médiévale? Alors absolument, oui, bonjour. Et Chalonnais de cœur, depuis toujours habitant en Bretagne, mais retour maintenant à Châlons et merci de m'avoir invité. Donc je présente l'art de vivre, la médecine au Moyen-Âge, sous ses 3 formes depuis l'Antiquité, à savoir la plus douce, qu'on appelle à l'époque la diététique, qui est bien plus vaste que la science du même nom aujourd'hui. Elle l'inclut, mais plus vaste que ça. La pharmaceutique, si à ce moment-là on a besoin d'un médicament plus intense, on a recours à la pharmacie, ou alors la chirurgique. Et dans tout ça, la place de l'être humain dans l'univers. C'est ce que j'étais en train d'exposer avec l'homme de Vitruve. Exactement, mais on l'a pas vu. Le voici. Le voici. Est-ce que vous pouvez évidemment nous parler de cet homme de Vitruve? Alors absolument. C'est vrai que c'est un peu plus tardif, c'est post-médiéval, Solin de Vinci. Là, on est en pleine Renaissance, mais il s'est basé sur les écrits d'un célèbre architecte romain, Vitruve. Donc, il présente l'être humain. Ce symbole est particulièrement connu d'une certaine effectivement entreprise qui nous offre des emplois à l'époque. Eh bien, on voit que l'être humain est inscrit entre un carré et un cercle. Et donc, on a ce lien entre l'être humain, entre terre et ciel. Car tout ce qui appartient à la terre, on l'associe au nombre 4, les 4 directions, les 4 éléments, terre, air, feu, et c'est mesurable. Et tout ce qui appartient au céleste est circulaire. Si on fait le tour ici de l'horizon, nous, tel centre d'un compas, on obtient un cercle et on s'aperçoit que c'est inscrit également dans notre corps, comme ce qui est aussi suggéré par ce dessin. Par exemple, si vous écoutez actuellement et si vous regardez l'émission, je vous propose de faire l'exercice suivant. Vous réunissez vos pieds l'un contre l'autre et vous regardez dans quelle forme ils tiennent grossièrement. Allez, regarde, on va le faire. Ils tiennent grossièrement dans un carré. Exactement. Je dis pas de bêtises jusqu'à présent, Nicolas. C'est tout à fait exact. Même à l'époque, on appelle ça un carré long. Pourquoi un carré long? Un rectangle? Et voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Un carré long. Un rectangle, c'est un carré long. Et on voit que nos pieds tiennent bien dans un carré long. Ils sont sur Terre, comme disait un certain Michaelo da Colucci, Michel, un philosophe de votre époque. Et puis on voit que au-dessus de nos 5 sens, qui appréhendent le monde terrestre, on a ici la voûte crânienne, et avec la pensée, on peut appréhender l'infiniment grand. Et là, on a bien notre ciel vers le ciel. Donc l'être humain, cet homme de Vitruve, ce n'est pas forcément de face, mais surtout en hauteur qu'il faut le voir. Du haut vers le bas, on a le cercle, le crâne, inscrit dans les pieds. Dans le rectangle long, en bas. Exactement. Et nous sommes au milieu de tout ça, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et alors, qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui ne reste plus, et tant mieux pour nous, de cette science médicinale de l'époque? Alors, je vais vous montrer ceci, qui est fort intéressant, parce que vous savez que après 1348, la grande peste noire qui frappa l'Europe et fit des millions de morts, on se baigne beaucoup au Moyen-Âge, on aime l'eau, on aime le savon, on aime... je vais vous montrer 2 choses. Alors, on aime se baigner et l'hygiène va être déplorable après, parce qu'on pense que l'eau va nous rendre malades, parce que les pores de la peau se dilatent et ça fait rentrer des pestilences. Eh bien, regardez bien, on va se baigner dans les étuves et je vais vous montrer quelque chose pour se rincer le corps entièrement, parce que le savon est connu au Moyen-Âge, le corps est propre, la maison est propre. Le savon est connu au Moyen-Âge. Exactement, depuis l'Antiquité. Très bien. Je vais vous montrer. Allez, on regarde. Aïssa, si tu es prêt. Nous avons ici un objet qu'on appelle un chantepleur, dont un exemplaire se trouve d'ailleurs non loin d'ici, au musée Saint-Rémy de Reims. Regardez cette poterie en forme de bouteille, avec un orifice en haut et un arrosoir en dessous. Ça rappelle un objet du quotidien. Et ça va rappeler un objet du quotidien, vous allez voir. Je le plonge ici. Aïssa, est-ce que tu as trouvé à quoi ça ressemblait? Non. Tu l'utilises tous les jours, c'est obligé. Regarde bien. Regardez bien. Hop. Et ce que je vais faire, imaginez sur la personne en train de se baigner dans son grand cuveau, je libère le trou céleste, hop, et la douche est bel et bien médiévale. La douche médiévale. Ça y est, Aïssa? Tu confirmes que tu l'utilises tous les jours? Tous les jours. Bon, Annette est contente alors. Alors, autre chose à utiliser au moins 3 fois par jour, regardez bien. Aïssa, on va passer le reste de la journée ici et après j'irai me restaurer, parce que moi ça me plaît bien ce qu'on apprend. Alors ici, là, ça existe depuis l'époque romaine et même encore avant. Et j'ai vu que les gens parlaient encore latin. Quand je leur en parlais, ils ont tous compris ce que je disais en latin. Cette poudre-là est fabriquée à partir d'os de sèche. On peut aussi utiliser donc de la coquille d'escargot, coquille d'huître, de la prêle, des produits très abrasifs. Ça sert à se nettoyer les dents. On y ajoute de la poudre de menthe ou de sauge.
on va cette poudre la placer dans un petit linge de lin. On trempera dans l'eau et on va s'en frictionner les dents. D'où le nom latin dentifricium. Dentifrice, bien Voilà, entendu. Exactement. Vous parlez latin. Eh ben voilà, Aïssa, je parle latin. Nos abonnés, on parle latin désormais à l'objectif chalonnais. On essaiera de parler latin à chacune de nos vidéos. En tout cas, le dentifrice, on l'utilise évidemment. Il n'y a pas une époque aussi où on mettait un peu de charbon avec? Exactement. Le charbon, la cendre était aussi utilisée. L'argile également, son purifiant, et était aussi un petit peu abrasif pour retirer les petites choses, le tartre de la dent. Bravo. Merci beaucoup Nicolas. En tout cas, moi je vous invite à venir ici parce que tu as eu bien fait Daphné de nous dire allez terminons par cette tente. Nicolas, merci beaucoup pour toutes ces choses que l'on découvre ici. Je vois qu'il y a aussi des éponges, il y a tout un tas de choses effectivement, et puis les explications vont convenir aux petits et aux grands. Alors si vous voulez, vous avez le temps pour une dernière chose? Allez, bien sûr. Un pont entre passé et avenir, mais il me faudra votre concours. Allez, on y va. Donc, prêt pour un diagnostic, savoir si vous êtes en bonne santé? Oh bah oui. Eh ben on va faire une analyse d'urine. Allez. Bon, Aïssa, on cache la caméra. Merci beaucoup. Non mais sérieusement? Ah ben j'ai pas envie là. Ah non, mais si, vous allez voir, j'ai des produits diurétiques. Allez, dites-nous comment ça se passe. Voilà, regardez cet objet, ça s'appelle une matoula. Et c'était les mires ou mires, mirer, miroir, regarder. C'est vraiment l'objet par excellence du médecin du Moyen-Âge. On regardera toujours sur une miniature un personnage avec ça, c'est-à-dire, pardon, quand on voit ça, c'est un médecin. Et c'est très proche de l'œnologie. Mais d'abord, vous appelez comment, messire? Johan. Alors Johan, si vous me permettez, on va aller plutôt discrètement derrière. Vous allez faire votre contribution médicale. Et on revient pour l'analyse. Allez Aïssa, t'as envie de pipi? Non mais ça va. Non mais là... Allez, on y va. Bon, écoutez, non, je garde le micro, moi, ça, Ah. Ils m'ont dit, vas-y. Allez, ça. Allez. Non, je coupe pas le micro. Bon, excusez-nous, hein. Par contre, avec une main, je vous laisse la matula. Allez. Je vous laisserai faire, Allez. ce qui convient. Eh ben, écoutez, je fais. Voilà. Voilà. Ah. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas tout entendu avec le micro parce que j'ai pas eu d'autre choix que de le garder dans les mains. Alors, voilà. Voilà les récoltes du jour. C'est chaud, oui, c'est à température. Voilà, nous allons étudier les urines. Alors pour cela, il me faut ma tabula urinae, ma table des urines. Ah, il va chercher la table des urines. Allez, dites-nous en commentaire, mais j'espère que vous ne nous avez pas entendu avec Nicolas derrière. Les urines sont plutôt claires, hein. Alors, dites-moi, je vais tenir. Elles sont bien clairettes. Elles sont parfaites parce qu'en fait, la santé, c'est quand elles ont couleur mielée, couleur de blé d'or. C'est plutôt bien. On voit effectivement ces tables, et ça s'appelle l'uroscopie à l'époque. On va comparer effectivement la couleur avec les tables qui vont signer les états de pathologie, telle ou telle chose, du froid, du chaud, du sec ou de l'humide. Et là, vos couleurs, si on les compare bien, c'est bon, elles ont un beau jaune citrin. Alors attention, il y a un peu de mousse, ça signale peut-être une certaine chaleur interne, peut-être une consommation de bière ou... Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ah, ça te fait rire, ça, monsieur me connaît, hein. Exactement. Au foie, simplement, mais sinon c'est plutôt pas mal. Alors par contre, ça ne s'arrête pas là parce que je vous rappelle que l'uroscopie est proche de l'œnologie. Il me convient de les sentir. Aïssa. Allez, les abonnés. Alors, on peut y détecter des odeurs d'acétone, par exemple. Exactement. Donc c'est signifiant égal. Oh là, ça tonne d'ailleurs. Eh ben, c'est le coup de canon avec la poudre noire. C'était le coup de canon. Et comme ça se rapproche de l'œnologie, vous le disiez, il faut affiner le diagnostic. Il faut goûter. Ça se goûte. Allez, je vous en prie. Ah oui, et ça. Un peu sucré quand même, attention. Ouais, faut que j'arrête le sucre. Ouais, alors attention au sucre, hein, peut-être un peu en excès. Hein, Mais sinon, c'est plutôt bien et bravo, vous avez une bonne santé. Merci beaucoup, Aïssa. Tu veux confirmer le diagnostic? Non, c'est bon. Merci, Nicolas. Vous étiez sur l'objectif chalonnais. Mes urines et moi vous laissons. On vous invite à venir ici pour cette journée médiévale. Lydie, Daphné, merci beaucoup. C'est la première fois que je vais terminer une vidéo avec mes urines à la main. Avec plaisir de faire un test d'urine en ta présence. Merci. On peut changer certaines choses, ça fait de découvrir des belles choses en plus. Exactement. Merci beaucoup. Vous étiez sur l'objectif chalonnais. À très bientôt. Allez, Aïssa, continue.
Ah, c'est fini. Pardon, excusez-moi. Non, bougez pas. C'est quoi? On les applaudit, bien sûr, bien sûr. Ce que vous avez eu, donc ils ont fait des tirs avec de la poudre noire, c'est vraiment spécifique. Et ça représente, à part quand ils n'ont pas mis les boulets, hein, les pierres taillées, mais sinon vous êtes vraiment, vous avez une idée de ce qui pouvait se présenter au Moyen-Âge. On vous invite à rester là, il y a un groupe qui va venir vous présenter. Ils refont, ils ont fait beaucoup de recherches sur comment on combattait au Moyen-Âge.